Vous écoutez le 3e épisode de l'affaire Christian van Geloven. Il est 1h du matin. Cela fait maintenant 9 heures que Christian van Geloven répond aux questions des enquêteurs. Pendant une courte interruption, où il est mis au repos en cellule, les gendarmes vérifient leur intuition. Pas de doute. Les seuls ralentisseurs de couleur ocre se trouvent à Elne. Il faut qu'on vous apprenne quelque chose. Les ralentisseurs Bordeaux dont vous avez parlé n'existent pas sur la nationale. Ils n'existent que dans le centre d'Elne. Vous comprenez ce que ça veut dire ? Que vous êtes rentré à l'intérieur du village. Vous pouvez nous donner d'autres précisions sur ce village ? Non, je me souviens de rien. Même pas d'avoir traversé ce village. Quand vous les avez vus, ces ralentisseurs Bordeaux ? J'ai dû remarquer leur couleur samedi matin, en allant vers Perpignan. Je ne me souviens pas s'il y avait des feux ou autre chose. Je me souviens de rien. Vous avez dit que vous avez vu un rond-point. C'était où ? Oui, j'ai vu un rond-point, mais je ne sais pas où. Je ne sais pas dans quel village, si c'était avant Elne, après Elne, mais c'était pas Elne. Vous êtes passé à l'intérieur du village ? Non, je vous dis que non. Je le maintiens. J'avais aucune raison de passer par Elne. Où étiez-vous vers 17h30 ? Certainement plus près de Perpignan que d'Elne. Comment vous étiez habillé ? Des chaussures noires, un jean, un polo bleu. Et vous étiez au volant de quelle voiture ? Ma voiture personnelle, une Volkswagen Polo blanche. Les bandes rugueuses, il fallait rentrer dans Elne, il fallait rentrer vers les petites pour pouvoir les voir. Chef Mendoza, brigade de recherche. Quand il a dit ça, il était bleu, c'était fini, c'était lui. Il est 3h30 du matin. Christian van Geloven est remis en cellule pour un court moment. Depuis le début de sa garde à vue, la veille, il n'a bénéficié que de 3 heures de repos. C'est une phase qui est très sensible. Je sais qu'on ne reviendra pas en arrière. Je sais que là, on y est. On est dans le bon tempo. On est dans le bon moment. Adjudant-chef Gendre, brigade de recherche. Donc là, je sais que Christian van Geloven est fatigué psychologiquement, physiquement. Et je décide d'intervenir. Parce que je sais que c'est à ce moment-là que je vais le faire craquer. Kom maar. Kom. Hoe gaat het? Alles goed? Alles in orde? Mijn moeder sprak Nederlands. Je kunt me vertrouwen. C'est le moment. Faut que ton beau côté l'emporte sur le mauvais. S'il avait fallu l'embrasser sur la bouche, je l'aurais embrassé sur la bouche, sans problème. Chef Rouquayrol, brigade de recherche. Pour moi, l'important, c'est de pouvoir savoir où sont les petites. Tout ça, c'est parce que tu es malade. Et tu sais, il existe l'article 64 sur l'irresponsabilité pénale. Tu nous as parlé de tes pulsions, c'est vrai que tu es malade, mais il faut que tu nous expliques. L'article 64 ? Oui, tu sais, quand les gens sont malades comme toi, on considère qu'ils ne sont pas responsables de ce qu'ils font. Dans le code pénal, l'article 64, il fait état de l'état de démence. Et là, il est intéressé. On le voit. On lui explique bien que ce n'est pas nous qui lui ferons bénéficier de cet article, que sont les juges, les psychiatres, etc. Mais là, il est intéressé. On le voit, c'est net. Et là, il s'accroche à ça. Je ne veux même pas retourner en prison avec tous ces sauvages. Vous savez ce qu'on leur fait, aux pointeurs, comme on le dit ? Oui, mais non.
protéger. J'ai peur. Je veux une lobotomie. Tu as déjà entendu parler de la prison de Casablanca en Corse? C'est une prison sans mur, sans mirador, à l'air libre. Où les gens comme toi sont surveillés, soignés. Et nous, on peut faire en sorte de s'y faire entrer. C'est sûr? Oui. Ça dépend pas du juge. Assieds-toi. J'en ai violé des dizaines. Assieds-toi. Tu vas tout nous raconter. Ça va te soulager. Assieds-toi. Assieds-toi. C'est un monstre. Et non, tu es pas un monstre. Assieds-toi. Dire à un gardé à vue tu es un malade, tu es fou, tu auras une responsabilité pénale parce que tu n'es pas responsable de ce que tu fais. Martine Figueroa, avocate de Christian Van Geloven. C'est de la pure technique d'enquêteur, comme quand ils disent à quelqu'un faute avouée à demi pardonnée, dis que tu es coupable et puis le tribunal en tiendra compte. En soi, ce n'est pas choquant, hein. C'est comme ça. C'est samedi. Vers 11h, j'ai pris un autostoppeur. Il devait rejoindre des copains à la piscine de Perpignan. Je l'ai déposé. Et au bord de la piscine, il y avait une 50aine de fillettes. Elles faisaient de la danse aquatique. J'étais atterré par le corps d'une fillette. Et j'ai eu des pulsions incontrôlables. C'est quoi ces pulsions? Depuis que je suis pédophile, c'est toujours la même chose. J'ai la bouche et le palais qui se dessèchent, mon cœur qui bat à toute vitesse et des tremblements. Je suis malade. Il va en fait en quête, à la recherche de sa pulsion, qui est pour lui source de plaisir. Jean-Pierre Pécastin, expert psychiatre. Et ensuite, si vous voulez, si effectivement cette pulsion le dépasse, à ce moment-là, il dit c'est pas ma faute, hein, c'est la faute à la pulsion. Et qu'est-ce que t'as fait, alors? Je suis parti. Le malheur a voulu que je passe par elle. J'ai remarqué la cabine téléphonique à côté du rond-point. Il y avait deux fillettes d'une dizaine d'années. Elles jouaient. Il y avait une blonde et une brune. Elles jouaient à faire semblant de téléphoner. Je suis descendu et j'ai commencé à tourner autour de ma voiture pour ne pas leur faire peur. Et comment tu les as abordés? Je leur ai demandé si elles ne savaient pas où il y avait une cabine à cartes, parce que celle-là était à pièces. Elles ont dit qu'il y en avait une à côté de la gare. Alors du coup, j'ai demandé si elles ne pouvaient pas m'y emmener. Elles sont montées dans la voiture, à l'arrière. Je leur ai donné l'album d'Astérix que j'avais acheté au Leclerc à Perpignan. Et on est parti en direction de Collioure. Il manigance, il prévoit. Il achète une laisse pour faire croire qu'il a perdu son chien. Il achète des journaux d'enfants, Astérix. Étienne Nicolo, avocat des familles des victimes. C'est quelqu'un qui n'agit pas sur le coup d'une émotion, sous le coup d'une pulsion, contrairement à ce qu'il dit. Et après? Dans un premier temps, je voulais les ramener chez les parents. Et après, j'ai eu l'idée de plutôt les déposer le long d'une route fréquentée, au-delà de Boulou, pour qu'elles puissent rentrer en stop. Pourquoi tu l'as pas fait? À l'échangeur de Boulou, je me suis dit que ça n'allait pas marcher. Alors j'ai continué en direction de la montagne et je me suis arrêté. J'avais remarqué que Ingrid commençait à s'inquiéter, alors j'ai eu l'idée de la faire descendre en premier. Il faisait nuit. Il était vers 21h30. Et là, j'ai pensé que la situation était devenue irréversible pour moi.
Je me suis saisi d'une cordelette que j'avais dans la voiture. Avec la cordelette, je lui ai lié les mains dans le dos sans trop m'appliquer. Et le reste de la corde, j'ai tourné autour de son cou. À ce moment-là, il nous explique comment il a étranglé Ingrid et Muriel. Adjudant-chef Gendre. Il était dans un calme mécanique et ensuite il a pensé à effacer son forfait. On se dit, elles sont mortes, elles sont vraiment mortes. Chef Rouquayrol. Et on pense aux parents aussi, parce qu'on connaissait les parents. Et en fait, on ne pouvait leur dire que leur annoncer la mort de leurs enfants, quoi. Alors qu'on aurait pu leur dire, on les a retrouvées, vivantes. Faut que tu nous dises où elles sont. C'est le nœud parce que tant qu'il n'y a pas cet aveu-là, Martine Figueroa. il n'y a rien qui puisse permettre de relier Christian Vangeloven à la disparition des 2 enfants. S'il se fermait comme une huître, on avait un homicide sans cadavre. Chef Mendoza. Et là, c'était le pire. Ça, c'était le pire qui pouvait nous arriver. Elles ont le droit à une tombe, une sépulture, un endroit où on repose en paix. Les parents ont le droit de savoir. Et même si tu le fais pas pour eux, fais-le pour tes enfants. Pense à tes enfants. Vers 5 heures, je suis parti en voiture. J'ai fait tout un périple pour trouver un endroit. J'ai pris la direction de Loudève. À un moment donné, je suis arrivé sur un genre de plateau. Et là, j'ai trouvé un chemin qui s'enfonçait dans la nature. Par hasard, je suis tombé sur un gouffre entouré de barbelés. J'ai sorti les corps du coffre. Je les ai jetés dans le gouffre. Quand on a raconté ça à d'autres enquêteurs qui attendaient, parce que j'ai vu des collègues pleurer. Je suis malade. Il faut me soigner. C'est vrai que tu es malade. On va voir comment on peut s'occuper de toi, mais avant, faut que tu nous amènes à ce gouffre. Tu promets? Il reconnaît avoir tué les petites, mais à aucun moment il ne reconnaît ce qui est la gravité de cette affaire, les tortures qu'il leur a infligées, des tortures à caractère sexuel. Étienne Nicolo. Or, des expertises sérieuses faites par des légistes, ont démontré la réalité de ces violences graves que lui attribue à la chute des corps dans le gouffre où il les avait jetés. Il faut que tu signes ta déposition. Donc, vous reconnaissez avoir, dans le but d'attenter à leur pudeur, enlevé le 19 octobre 1991 à Elne, Ingrid Van de Portal et Muriel Sanchez, et leur avoir volontairement donné la mort le soir même. Réponse? Oui, je reconnais les faits tels que je viens de vous les relater. Ce 2 novembre 1991 à 10h30. À Elne, au domicile d'Ingrid Van de Portal, je retrouve les parents et notamment la maman. Et là, je lui annonce, malheureusement, ce qui est effroyable pour une mère sûrement, c'est qu'elle ne reverra plus Ingrid vivante, qu'elle a été assassinée. Et le peu de pouvoir que j'ai, je lui dis que j'ai arrêté l'assassin de sa fille. Voilà, ça c'est... Pour moi, ça a été la démarche la plus douloureuse. Le lendemain matin, Christian Vangeloven emmènera les enquêteurs au bord du gouffre dans lequel reposent Ingrid et Muriel.
2 ans plus tard, celui que l'on a surnommé le monstre d'Elne sera condamné à la prison à perpétuité assorti d'une peine incompressible de 30 ans. Mutique à son procès, silencieux devant le juge d'instruction, Christian Vangelleven est mort en prison en 2011, emportant avec lui une partie de ses mystères. Les heures de garde à vue dans la nuit de la gendarmerie de Saint-Dizier resteront le seul moment où Christian Vangelleven aura entrouvert la porte sur le chemin de ses crimes et de ses tourments. Garde à vue est un podcast coproduit par Initial Studio et WhatsApp Film à partir de la série documentaire 48 heures, produite par WhatsApp Film et France Télévisions et réalisée par Mathieu Belghiti et Frédéric Lantieri. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Mandy Lebourg. Montage, Camille Legras.